مساء الخير إلى جميع المشاهدين في لبنان والعالم. في أوائل الثمانينات احتلت مجموعة من اللبنانيين مبنى السفارة في شارع كوبرنيك الباريسي احتجاجا، وعوضا عن ردعهم أبى إلا أن يشرع الأبواب قائلا: ما العمل؟ كلهم أبناؤنا. هو سفير الإنسان بطرس ديب. في هذا الجو اللا طائفي كبر ضيف هذه الليلة حاملا القيم ونموذج العيش المشترك والحوار بين الأديان، رسالة وهدفا أينما حل في هذا العالم. كبير بكل ما الكلمة من معنى، وشهم في عالم تندثر فيه هذه المواصفات. الليلة أحاور يوسف بطرس ديب. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير. بيسعدني أني أحاورك وأني أتعرف عليك أنا والمشاهدين. أنت كنت حريص أنه يتم هذا اللقاء باللغة الفرنسية لأنك لك ردح كبير من الزمن أو فترة طويلة، يعني أكثر من 30 سنة خارج لبنان، وبتفضل أنك تعبر عن نفسك وهويسك وأفكارك باللغة الفرنسية. إذا ممكن تكون ما في ولا أي مشكلة. يوسف ديب toujours souriant, positif et comblé. C'est ainsi que vous paraissez, ou du moins c'est ainsi que vous êtes perçu par ceux qui vous rencontrent la première fois ou ceux qui vous connaissent de près. Cette humeur joyeuse règne-t-elle également dans le monde des affaires ou dans vos affaires? question difficile. Dans le monde des affaires, vous savez, la bonne humeur n'est pas le paramètre principal sur lequel on vous juge. Mais je pense que c'est important de faire en sorte qu'il y ait une bonne humeur qui règne, parce que je suis convaincu qu'on travaille mieux quand on est de bonne humeur. Un homme, c'est un nom d'abord, et une cellule familiale ensuite. Vous êtes né le 23 avril 61 à Beyrouth, Saïfé plus précisément. Comment dépeignez-vous le paysage où vous avez été façonné et formé? Moi, mes souvenirs d'enfance, si je devais les évoquer rapidement, ce serait certainement d'abord l'école à Jamour, dont je garde un excellent souvenir, à la fois pour les longues heures qui nous ont permis d'être formés. Je me souviens que quand je partais à l'école le matin, il faisait nuit, et quand je rentrais le soir, il faisait nuit aussi. C'est les parties de ping-pong, d'échecs à l'école aussi. Ça, c'est sans doute un premier élément qui a marqué mon enfance de manière forte. Le deuxième élément, c'est sans doute l'ambiance familiale. Mon père était un universitaire de formation, et donc il avait un amour pour les livres qui était très prononcé. Donc à la maison, on avait plutôt une ambiance studieuse. Moi, j'ai 3 sœurs et je dirais que ça travaillait pas mal. La troisième chose dont je garde un excellent souvenir, c'est les promenades qu'on a faites avec papa et la famille dans tout le Liban, en fait. Et en général, les Libanais sont un peu sédentaires. Nous, on a eu la chance, de par la connaissance qu'avait papa du pays, de par sa passion aussi pour la visite, de connaître un peu toutes les régions. Et puis quatrièmement et dernièrement, je dirais, c'est certainement les amis d'enfance. Je crois que l'enfance, c'est l'âge un peu de l'innocence. Et donc jusqu'à aujourd'hui, ces amis que j'ai connus à l'époque, à l'école ou dans mon enfance, sont des amis que, même quand je ne les ai pas vus depuis 10 ans, que je retrouve comme si c'était hier. Youssef Dib, votre père, Boutros Dib, éminente figure, homme de grand cœur, et érudit que tout passionné, la poésie, la philosophie, la théologie, l'histoire et naturellement la politique, professeur accompli, ambassadeur, penseur, et bien d'autres naturellement. En somme, une référence qui a marqué l'histoire du pays. Un père pareil ne peut qu'imprégner par sa touche ses enfants. Où ressentez-vous son empreinte aujourd'hui? C'est une très bonne question, parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui, si je devais schématiser, qui court le risque d'aller à l'encontre de ce que papa prônait. Nous vivons dans un monde, je pense, où les repères se perdent. Et quand les repères se perdent, ainsi que les valeurs, on se crispe. Et quand on se crispe, on a peur, et ce n'est pas le meilleur moyen d'apprendre à aller vers l'autre. Papa était tout le contraire, et je pense que c'est dû en bonne partie au fait qu'il connaissait très bien ses racines, ses valeurs, et aussi très bien l'autre. Donc c'était quelqu'un qui était connu pour être très croyant, un catholique très pratiquant, et qui connaissait aussi très bien à la fois la vie et la doctrine musulmane, puisqu'il avait, dans ses études de droit, fait sa thèse sur le droit musulman.
Et quand il est mort, à ses obsèques, notamment à Paris, il y a un haut responsable musulman qui nous a dit Boutros-Zip, c'était l'évangile d'une main et le Coran de l'autre. Donc voilà, c'est vrai qu'on reste marqué par à la fois par cette volonté et cette conviction très profonde qu'il avait, et je reste marqué aussi par le fait que ça n'a jamais été facile. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'utopie idéaliste, c'est quelque chose que papa avait pratiqué quotidiennement, et je pense que c'est à la fois une leçon pour la vision, et deuxièmement sur le fait que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile qu'il ne faut pas essayer d'y arriver. Que faites-vous pour garder son souvenir ardent, son souvenir indélébile et vivant? Eh bien, c'est une question très actuelle, parce que j'essaie de me réintéresser, après, comme vous l'avez dit, quasiment 30 ans passés en dehors du Liban, j'essaie de me réintéresser au Liban, notamment sous l'angle religieux, culturel, pour essayer de voir comment perpétuer cet exemple libanais, cet exemple du Liban, de cette coexistence qui me semble très, très important. De Beyrouth à Paris, Rome, des années d'études tumultueuses apparemment, mais riches en récoltes et en souvenirs, naturellement. Quel regard y portez-vous aujourd'hui? Sur les années d'études, beaucoup d'affection, parce que finalement les études c'est ce qui façonne. Donc là encore on ne s'en rend pas compte quand on est jeune, puisque il faut travailler, c'est pénible, on a envie de devenir adulte le plus vite possible, bien sûr, de voyager le plus vite possible, d'être indépendant, autonome le plus vite possible. Mais de ces années-là, je garde finalement, une fois de plus, beaucoup d'affection pour l'autonomie et l'indépendance que ça m'a autorisé. Et finalement donc une très grande tendresse pour les professeurs et bien sûr pour les amis. L'empreinte des jésuites, où la cernez-vous? Je pense En faisant la description de ce panorama ou de ce paysage, là où vous avez grandi naturellement, surtout l'école, d'un côté, il y avait le volet austère qui paraissait, et de l'autre côté, il y avait beaucoup d'affection et beaucoup d'amour à la maison chez vous. Les jésuites, là où vous avez étudié, là où vous avez été formé, vous êtes aujourd'hui la résultante naturellement de ces années, parce qu'on sait très bien que jusqu'à un certain âge, 14 ans, 15 ans, la formation est la plus primordiale. Où on cerne la touche jésuite dans votre personnalité? Je pense la rigueur dans le travail, l'ambition positive, et je pense l'ouverture sur les autres. HEC, Paris, puis Sao Paulo, New York, Wall Street, Hong Kong, Genève, citoyen du monde. Vous portez plusieurs cultures, vous parlez plusieurs langues, vous êtes familiarisé avec différentes races, avec différentes nationalités, naturellement des peuples différents. Est-ce que l'osmose a eu lieu facilement? Je pense que je parlerai plutôt du fait d'être à l'aise dans toutes ces cultures. Et je pense que l'une des choses très importantes, là encore, c'est les racines. Donc moi, citoyen du monde est une expression dont je me méfie un peu, parce que ça veut dire un peu n'appartenir à nulle part. Donc si citoyen du monde veut dire être à l'aise partout, ça me va très bien. Mais je pense que c'est très important de savoir d'où on vient. Et à partir de là, je pense qu'on est très bien armé pour, une fois de plus, être bien partout et aller vers les autres. Mariée à une Française, vous avez 4 enfants, dont 2 biologiques, Philippe et André, et 2 qui sont les enfants de votre épouse Anne, Édouard et Gauthier de Rochefoucauld. La touche libanaise, orientale, arabe, la retrouve-t-on dans votre intérieur, au sein de votre famille? On la retrouve malheureusement pas, et ça c'est un grand regret, au niveau des langues que pratiquent les enfants. Puisque du fait de mes voyages hors du Liban et du Moyen-Orient, du fait de mon travail qui ne m'a pas particulièrement porté sur la région, du fait que Anne, ma femme, ne parle pas arabe, c'est vrai qu'aucun de mes 4 enfants, aujourd'hui en tout cas, ne parle arabe. Ce n'est pas faute d'y avoir porté un intérêt, mais ça ne s'y est pas prêté comme ça. Donc aujourd'hui, la touche libanaise, je dirais, elle est dans mon intérêt et celui de ma famille, un intérêt renouvelé pour le Liban, et une fois de plus, faire
essayer de contribuer à ce modèle. Et puis dans les amis, je pense qu'un bon tiers de mes bons amis est libanais et reste libanais et j'y suis très attaché. يوسف ديب ضيف هذه الليلة من برنامج وراء الوجوه. طبعا انخراطه في عالم الأرقام والمعادلات والاستثمارات والمصارف نتحدث عنه بعد هذه الاستراحة. خليكم معنا أصدقائي المشاهدين. عودة إلى وراء الوجوه مع ضيف هذه الليلة يوسف بطرس ديب. Un parcours professionnel impressionnant avec BNP Paris depuis presque 15 ans. Vous coordonnez et développez le segment des grandes fortunes au niveau mondial d'une valeur de 30 milliards de dollars. Satisfait? Écoutez, tout à fait. J'en suis à la fois très heureux en me retournant et très curieux de voir l'avenir aussi. C'est un parcours que j'ai eu la chance d'être très varié, à la fois dans ce que j'ai fait, dans les pays dans lesquels je l'ai pratiqué, et finalement dans les institutions dans lesquelles j'ai travaillé, que ce soit Paine-Webber, Laban Orab avec Narman Azhari, pour lequel je garde beaucoup de confiance et de respect, et puis finalement, bien sûr, depuis 15 ans, BNP Paribas. Quels sont les grands enjeux que vous affrontez à travers la position que vous occupez aujourd'hui? Je dirais qu'il y a d'abord un enjeu d'environnement. L'environnement économique et financier aujourd'hui est assez incertain. La grande question, inflation ou pas inflation, les déséquilibres budgétaires, des balances des paiements, tout ça, ça affecte les marchés financiers. Donc ça, c'est un premier ensemble je dirais, d'enjeux macroéconomiques. Il y a un deuxième enjeu qui concerne plutôt nos clients, donc les clients privés, qui ont évolué avec la mondialisation et donc qui aujourd'hui ont affaire à des familles souvent éclatées, parfois plusieurs mariages, des enfants qui vivent dans plusieurs pays, une fiscalité qui devient de plus en plus complexe. Donc la problématique de nos clients s'est complexifiée. En plus, un certain nombre doivent gérer des questions de succession. Donc une sphère de clients qui est devenue plus complexe et à laquelle il faut apporter les réponses appropriées. Et peut-être un troisième grand enjeu qui concerne notre organisation à nous, en termes à la fois d'informatique, toujours et toujours plus, je dirais, d'un point de vue adaptation aux réglementations qui deviennent extrêmement contraignantes, que ce soit dans la qualité et la connaissance de nos clients, que ce soit au niveau des organismes supranationaux, ce qui nous est demandé, que ce soit BAL, les ratios réglementaires, etc. Donc c'est le troisième grand ensemble d'enjeux qui nous concerne aujourd'hui. Est-ce que vous estimez être à l'apogée de votre carrière? J'espère pas. J'espère pas. Il y a encore plus de l'avant? Toujours. Il y a toujours plus d'avant. Aujourd'hui... Qu'est-ce que vous aspirez encore? Je pense qu'aujourd'hui, le monde devient tellement complexe et rapide que de toute façon, on ne pense plus comme il y a 25 ans. Quand j'ai commencé il y a 25 ans, on pouvait encore penser faire une carrière dans une société. Aujourd'hui, tout s'accélère tellement qu'on doit faire les choses beaucoup plus vite et du coup envisager éventuellement plusieurs vies. Moi j'ai fait plusieurs métiers au sein du même groupe, j'ai encore la soif et l'énergie d'apprendre beaucoup, il y a beaucoup de gens à coordonner, à faire grandir avec soi, le monde est vaste, donc j'espère encore à la fois faire des choses d'un point de vue professionnel, amener ma marque, je pense, sur des sujets qui me tiennent à cœur, notamment comment, d'une manière très ambitieuse, rendre le monde meilleur, je dirais, et puis aider un maximum de personnes à avancer vers des projets qui le méritent. Qui sont vos clients les plus importants? En termes géographiques, en termes de noms, bien sûr, je ne peux pas les citer pour des raisons évidentes. En termes géographiques, c'est assez bien réparti dans la présence globale de BNP Paribas.
c'est-à-dire que grosso modo 20 à 25% sur la France, 15% sur l'Asie et 60% plus sur l'Europe et le Moyen-Orient. Et moi-même, je travaille à peu près avec tous ces clients-là. Youssef Dib, la philanthropie est votre sujet de prédilection. La philanthropie, s'agit-il d'une vocation tardive? Non, vu ce que nous avons dit en introduction sur l'héritage paternel, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une exigence et une accélération très forte pour plus de justice, moins de sous-développement dans le monde, et la philanthropie certainement est l'un des moyens de répondre à ces grands enjeux sociaux, moraux qui se posent aujourd'hui. La philanthropie est basée sur l'amour de l'autre, alors que le monde de la finance est un monde de tueurs, où chacun travaille pour soi, afin d'être naturellement le meilleur. À tel point qu'un financier, tel que Ed Stern, a été jusqu'à destituer son père, parce qu'il estimait qu'il mettait en péril l'entreprise ou l'institution qu'il dirigeait. À quoi est-ce dû cet antagonisme chez vous? Bon, naturellement, vous avez parlé d'un héritage paternel. Est-ce qu'au fond de vous-même, vous voulez échapper à ce monde que vous dénoncez dans votre fort intérieur? Est-ce que votre caractère est doté d'une nature complexe? C'est quoi le moteur qui vous incite à aller de plus en plus dans ce domaine-là? Alors, moi, je pense que la réponse est assez simple. Je pense que, et ça, je le pense très profondément, le monde et le monde des affaires, plus particulièrement, sera de plus en plus éthique ou ne sera pas. André Malraux disait le monde, le 21e siècle sera religieux ou ne le sera pas. Moi, je pense que si le monde ne va pas vers plus d'éthique, nous allons tous disparaître. Il y a des enjeux très importants en termes, par exemple, bioéthiques. Et si on ne prend pas les bonnes décisions là, eh bien, je pense que la race humaine est en danger. Donc moi, je ne pense pas que ce soit antagoniste. Je pense que jusqu'à maintenant, ce n'est pas toujours allé de pair, mais je persiste à penser qu'une société éthique peut se développer plus, mieux et sur la durée plus longtemps qu'une société qui ne l'est pas. Alors à titre personnel, bien sûr, j'ai une sensibilité pour ces sujets-là. Et dernier point, je pense que nos clients eux-mêmes, y compris ces grandes fortunes dont je m'occupe, ont de plus en plus cette sensibilité pour plusieurs raisons. Une première, je dirais, c'est j'ai bien gagné ma vie, donc je veux redonner à la société. Deuxièmement, ça peut apporter une visibilité sociale aussi, de faire du bien. Troisièmement, je veux éduquer mes enfants, leur donner l'exemple, et ça se voit de plus en plus. La génération d'aujourd'hui est beaucoup plus sensible à l'héritage qu'elle va laisser à ses enfants que l'héritage d'avant. Un quatrième point serait la mondialisation. À l'ère d'Internet et des transports que nous connaissons, tout devient beaucoup plus imbriqué. Donc les gens se rendent compte que pour un monde meilleur, eh bien, il faut commencer à sa porte. Donc tous ces facteurs font que les clients, les sociétés aujourd'hui sont très sensibles à ces sujets-là, et je dirais tant mieux, et je pense que c'est le meilleur moyen d'avancer, c'est même le seul moyen de manière durable d'avancer. Justement, le monde devient de plus en plus petit, il est vrai, mais tous les changements qui se font, ils se font en faveur du monde de la finance. En tant que financier, est-ce que vous pensez qu'il faudrait instaurer de nouvelles règles, des règles afin que ce changement soit au profit de tout le monde? J'ai compris récemment pourquoi les Français et les Anglais s'entendaient si mal. Les Français sont très idéalistes et les Anglais très pragmatiques. Donc en fait, de mon côté français, j'aime beaucoup les grandes idées, mais je pense qu'il faut être pragmatique. Donc je me méfie des grandes règles qui pourraient décider de quelque chose à un niveau supra et qui ne soit pas effectif. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement aujourd'hui et qui vont dans le bon sens, y compris dans la finance, pour rendre le monde meilleur. Je citerai un exemple, qui est le microcrédit. Le microcrédit, c'est le fait de faire des crédits de moins de 50 $ à des gens qui sont complètement en dehors des circuits financiers. Ça représente aujourd'hui à peu près 50% de la population mondiale. Eh bien, il y a de plus en plus de banques de microcrédit
Et les grandes institutions comme les nôtres, comme BNP Paribas et d'autres, commencent à s'y intéresser de plus en plus. Donc je pense que c'est une tendance lourde, et tant mieux. Donc ça concerne la moitié de la population mondiale, et c'est nouveau puisque ça date d'il y a une vingtaine d'années, et la pente est plutôt très très forte dans le bon sens. Le terrorisme est-il nourri par les religions ou bien se nourrit-il de ce déséquilibre engendré par l'ultralibéralisme qui règne sur la Terre? Je pense que l'ultralibéralisme, il règne dans une partie simplement. Il n'y a pas de conviction absolue sur le fait qu'il faille aller dans ce sens-là aujourd'hui. Et je pense que le monde, malgré les apparences parfois, est quelque part de plus en plus régulé. Les sociétés ont des ratings, pas seulement sur leur solidité financière, mais aussi sur leur apport et leur manière de faire d'un point de vue éthique. Pour les religions, c'est un très grand sujet sur lequel je ne m'aventurerai pas ici. Mais pour reprendre l'exemple du microcrédit, les institutions qui prêtent dans le microcrédit aiment beaucoup prêter aux femmes, parce qu'elles sont, semble-t-il, plus fiables que nous autres les hommes quand on leur fait confiance. Elles ne vont pas dépenser leur argent le week-end à boire ou à faire je ne sais quoi. Elles ont un sens de la famille, semble-t-il, et de l'entreprise, de la micro-entreprise beaucoup plus fort. Et je pense que c'est, indépendamment des religions, le fait de redonner un statut très fort à la femme, notamment au travers de l'éducation et du travail, je pense, est une des très grandes avancées de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Joseph Dib, encore une question dans cette partie. Est-ce que vous ressentez le besoin de découvrir l'anti-souffrance? Oui, certainement. Ça, c'est effectivement un sentiment très fort que j'ai. Alors, est-ce que c'est un but ou un besoin? C'est ça. Est-ce que c'est un but ou un besoin? Je pense que c'est sans doute les deux à la fois. Le but provient du besoin et aussi je pense, le besoin lui-même est motivé par par les valeurs. C'est-à-dire dans l'Évangile, l'amour du prochain, c'est le deuxième commandement en même temps. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc je pense que l'inspiration vient de loin. Et une fois de plus, aujourd'hui, c'est un objectif parce que je pense qu'il y a une urgence très forte à avancer dans ce domaine-là. فاصل تاني نرجع من بعد وخليكم معنا. Youssef Boutros-Ghali بضيف هذه الليلة من وراء الوجوه. Dans le monde, le dialogue interreligieux est un fait. Dernièrement, la réunion organisée par Saint-Egidio a regroupé à Lyon une centaine de religieux venus de tous bords qui ont discuté dans un esprit constructif et serein. Cependant, ce dialogue est loin de donner les résultats espérés sur le terrain. Pourquoi, à votre avis? Parce que je pense qu'on ne va pas assez au fond des choses et que les bons modèles ne sont pas mis en perspective. Saint-Egidio était très intéressant. J'ai suivi d'assez près cette réunion. Elle s'est passée effectivement dans un bon esprit, mais on continue à se lancer au visage des sujets qui auraient dû être résolus depuis très longtemps. J'étais surpris de voir certaines agressivités entre représentants des diverses religions, pour ne pas les nommer chrétiens et musulmans. Et je me suis dit en moi-même, en lisant les comptes rendus de ce qui s'est passé à Saint-Egidio, mais le Liban pourrait vraiment servir de modèle à ces discussions. Bon, une fois chez eux, malheureusement, ces religieux que nous venons d'évoquer oublient tout ce qu'ils ont discuté, oublient tout ce qu'ils ont prôné au nom de la compassion, de la tolérance, du dialogue. C'est bizarre, comme si ces réunions sont uniquement des manifs de circonstances.
Comment vous expliquez ce fait? Alors moi je pense d'abord que c'est très bien qu'elles aient lieu. Alors elles n'ont pas toujours l'effet qu'on souhaiterait qu'elles aient, mais le seul fait qu'elles se tiennent est déjà un pas énorme. Et aujourd'hui elles se tiennent de manière très large, puisque c'est les différentes composantes chrétiennes, les différentes composantes musulmanes, la religion juive, les bouddhistes, etc. Donc c'est très large, et je pense qu'il va y avoir de plus en plus je dirais, de sujets qui vont les rapprocher, contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui. Moi, je pense que l'un des grands défis à l'avenir sera plutôt, non pas tellement entre les religions, entre elles, mais entre religieux et non religieux. Je reprends l'exemple de la bioéthique, quand il va falloir décider jusqu'à quel point est-ce qu'on autorise les scientifiques à progresser dans le domaine de la bioéthique. Je suis assez convaincu, même très convaincu, que chrétiens, musulmans et juifs vont se retrouver, en tout cas pour les religieux d'entre eux, de ces trois religions, sur la même longueur d'onde. Et ce sera plutôt un combat, entre guillemets, entre conservateurs, entre religieux et laïcs. On le voit déjà en Israël. En Israël, vous avez les religieux et les laïcs qui sont parfois très très violemment opposés. Donc je pense que ça va être un très grand sujet d'avenir. Alors, comment faire pour que ces religieux, quand ils rentrent chez eux, continuent à promouvoir le dialogue? Je pense, une fois de plus, c'est une question d'ouverture d'esprit et de travailler sur des thèmes concrets. C'est bien de se rencontrer une fois de plus de temps en temps, mais c'est important que ces réunions soient préparées avant, pendant et après. Donc, il faut qu'il y ait un avant et un après. Et de ce point de vue-là, les Américains, par exemple, sont très sensibles dans tout ce qui est philanthropie au suivi des actions. Très longtemps, la philanthropie a consisté à je donne et puis je ne suis pas ce que les résultats de mon action. Aujourd'hui, je pense que dans le dialogue interreligieux, il doit y avoir la même exigence de suivi des résultats. Youssef Dib, vous accordez beaucoup d'importance à la croyance religieuse et vous prenez une joie particulière dans la pratique religieuse. Votre foi, comment se traduit-elle sur le terrain? Je pense que c'est d'abord les valeurs, approfondir les valeurs pour permettre de porter les bons jugements dans les moments difficiles notamment. Le respect de l'autre et le fait vraiment de souhaiter au plus profond de soi-même le bien de la communauté. Et dans une entreprise notamment, c'est pas toujours facile, mais quand on a ça en tête, on y arrive malgré tout et malgré les décisions difficiles que l'on peut être amené à prendre. Quand on doit se séparer d'un collaborateur, par exemple, il y a façon et façon de le faire. Donc moi j'ai tendance à d'abord dire les choses comme elles sont et à accompagner le mieux possible le collaborateur plutôt que de manifester une position inhumaine et parfois, je dirais, inutilement blessante et destructrice. Votre père, votre Zib, a été le premier laïc à enseigner dans une faculté de théologie et le patriarche, le cardinal Sfer, a été parmi ses élèves. Homme de foi, il fut très actif dans le groupe de travail libanais qui présenta ses conclusions lors du dernier synode. Avez-vous été concerné par le sujet? Avez-vous été impliqué dans la participation de votre père à ce synode? Malheureusement, non. Je ne peux que le regretter et en avoir que l'héritage. Comment pourrait-on approfondir notre identité, nos racines, notre appartenance, notre histoire commune? Je pense que le mot histoire est très important. C'est pour regarder l'avenir avec confiance, c'est important de savoir par quoi on est passé. Si on reprend l'histoire du Liban, cet été j'étais avec ma famille au Liban et on a visité la vallée sainte des Maronites, la vallée de la Kadisha. On y a vu des monastères qui remontent au IVe siècle. Les Maronites se sont installés dans cette vallée depuis le IVe siècle. L'islam, c'est le 7e siècle. Donc ces religions vivent ensemble depuis 13 siècles, depuis le 7e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc quand on a ça en perspective, et malgré les vicissitudes de l'histoire, malgré les difficultés que ces communautés ont connues entre elles, je pense qu'on ne peut qu'être impressionné par cette capacité qu'ont eu les Libanais, quelle que soit leur confession, et quelles que soient les difficultés qu'ils ont pu avoir, à finalement vivre ensemble et à promouvoir cette histoire commune. Donc je pense que d'abord, c'est approfondir ses racines, connaître son histoire et avoir une vision commune. Et je suis
sur ces bases-là, je serais assez optimiste parce que je pense profondément que les Libanais au Liban aujourd'hui, quelle que soit leur confession, ont envie de vivre ensemble. Et je pense que c'est très important. Alors après, sous quelle forme politique le faire, c'est un très vaste sujet. Je suis intimement convaincu que toutes les confessions au Liban aujourd'hui se sentent libanaises et ont envie de vivre ensemble. Pourtant, aujourd'hui, il y a une crise au Liban et le discours devient de plus en plus radicalisé et de plus en plus confessionnel. Est-il un moyen d'arriver à un dénominateur commun, de forger une identité libanaise qui transcende ses appartenances religieuses? C'est très difficile d'y répondre dans cette émission parce que les modèles sont très nombreux, très variés. Je pense qu'il faut y aller sans préjugés. Il faut que les gens se parlent. Il y a des façons d'arriver à se parler et de mettre de côté ces oppositions, ces difficultés. Et je ne vois pas pourquoi au Liban on n'y arriverait pas. J'ai été moi-même récemment aux Philippines en début d'année avec un groupe. On a été reçu à dîner par la présidente donc Gloria Arroyo. Il y avait un leader musulman indépendantiste du sud des Philippines qui était là et qui nous a raconté comment il a évolué dans son cheminement et aujourd'hui il est très content. Lui donnait en exemple le fait que dans cette partie du sud des Philippines, finalement, les chrétiens et les musulmans vivaient finalement très bien entre eux. Et il citait même le fait qu'il y avait des sociétés avec des juifs, des chrétiens, des musulmans, où tout le monde travaillait ensemble. Et ça, c'est un Philippin qui me citait cet exemple. Un autre exemple en Afrique du Sud, où j'ai été aussi récemment, c'est un pays qui est sorti de dizaines d'années de séparation raciale extrêmement dure. Malgré tout ce qu'on entend, il faut aller sur le terrain pour voir à quoi ça consistait. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud est citée en exemple de ce dialogue interethnique et interracial, puisque Mandela a réussi à faire du post-apartheid un pays qui aujourd'hui est un pays modèle. Donc je ne vois pas pourquoi les Libanais n'arriveraient pas à se mettre autour de la table. Je pense que les divisions que nous avons entre nous sont bien moins grandes que celles qu'ont connues les Blancs et les Noirs en Afrique du Sud, par exemple. La laïcité peut être une solution à votre avis, sachant que nombreux sont ceux qui y sont favorables et nombreux également sont ceux qui la refutent. La laïcité peut être effectivement une solution, c'est pas la seule forcément, et dans la laïcité elle-même, il y a beaucoup de modèles différents. Si je prends l'Europe par exemple, la laïcité française est une laïcité militante, la laïcité allemande par exemple est très différente, puisque par exemple tous les Allemands payent le denier du culte dans leurs impôts. C'est pour ça que les églises allemandes, par exemple, sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus riches, gèrent beaucoup plus de choses, des hôpitaux notamment, que l'église de France. Donc il y a modèle et modèle, mais la laïcité est certainement un sujet qu'il faut regarder très attentivement pour le Liban. القسم الأخير من لقائنا بعد هذه الاستراحة الأخيرة أصدقائي المشاهدين خليكم معنا. الفقرة الرابعة والأخيرة من برنامج وراء الوجوه مع ضيف هذه الليلة يوسف بطرس-Dib. Vous avez réussi seul et j'ai le sentiment que vous n'aimez pas ceux qui ont tout acquis par héritage. Est-ce vrai? Non, ce n'est pas vrai. Je ne porterai pas de jugement aussi tranché. Je pense que ça dépend de ce qu'on fait de son héritage. Comme dans la parole de l'Évangile, si on a des talents, il faut les faire fructifier et s'en montrer digne. La richesse est simplement un mot ou un mode de vie? C'est pour moi la plus grande richesse, c'est la richesse du cœur. Donc de ce point de vue-là, c'est un mode de vie, oui. Vous êtes un homme riche alors? À vous de juger. Youssef Dib, le capitalisme peut-il être considéré comme un parti politique? Non, certainement pas. Je pense que la politique va au-delà de l'économie.
Faites-vous confiance aux hommes politiques? Il faut à tout prix pouvoir faire confiance aux hommes politiques. Alors, au-delà des modes et des problèmes qu'on peut avoir avec tel homme politique ou telle classe politique, mais c'est très important parce qu'une cité sans politique va à l'anarchie. Reconnaissez-vous les petits arrivistes et les politiciens ou les opportunistes vulgaires qui jouent sur tous les tableaux? Est-ce que je les reconnais? Comme tout le monde, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc je ne perds pas beaucoup de temps là-dessus. Fils de Boutros Dib, neveu de Hamid Frangieh, son épouse et votre maman étant deux sœurs, cousin donc de Sami de Frangieh, êtes-vous tenté par la politique? Aujourd'hui, non. Demain, Demain, nous verrons. à chaque jour suffit sa peine. Absolument. Youssef Dib, s'il n'y avait pas de médiocres, comment reconnaîtrait-on les gens intelligents à votre avis? Je vais me répéter, mais je pense, là aussi, c'est aux valeurs. Je pense qu'avec l'expérience, on se rend compte que l'intelligence est multiple. Donc déjà, il faudrait définir l'intelligence. Et avec le temps, on se rend compte que l'essentiel, c'est les valeurs, la relation à l'autre. Et une fois de plus, l'intelligence du cœur. L'être humain est-il un objet doué de projet? Bien sûr, il suffit de voir ce que l'humanité a fait et ce qui nous distingue des animaux. Êtes-vous convaincu de votre bonne foi? J'espère, oui, absolument. La vérité est-elle une excuse? Non. La mort se prépare-t-elle? On ne connaît ni l'heure ni le jour, mais il faut être prêt, oui. Où sont vos admirations? Qui sont les personnes que vous admirez? J'admire les personnes qui ont été capables dans l'adversité, notamment, de montrer un courage et un tempérament et d'entraîner avec eux beaucoup de gens. Et je pense que la Deuxième Guerre mondiale est très significative de ce point de vue-là. De Gaulle d'un côté et Churchill de l'autre sont certainement deux très grandes figures. Quelles sont vos lectures? Ce sont des lectures, je dirais, souvent socio-économiques. J'aime bien des auteurs classiques aussi, que ce soit Camus ou que ce soit d'autres auteurs de la littérature plus classiques, comme Proust, ou de temps en temps quelques auteurs modernes américains ou même asiatiques. Qu'est-ce qui manque à votre vie? Pas grand-chose. Je suis très satisfait. J'ai eu la chance d'avoir un parcours très, très riche. Et ce qui me motive surtout en fait, aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à laisser une marque pour rendre ce monde encore meilleur. Vous pensez que votre père est témoin de ce que vous faites aujourd'hui et de là où vous êtes arrivé? Sûrement. Avez-vous défié quelqu'un? Non. Bon, moi je vous remercie. Merci à vous. Pris part à cette émission. C'était un grand plaisir de vous interroger et de faire cette entrevue avec vous. نختم بالعربي شو رأيك؟ تفضل. يعني أنا حقيقة حبيت بحديثنا الليلة جملة أنت مرقت على ذكرى عند مأتم الوالد وقت أحد المشايخ المسلمين يلي كانوا حاضرين بالمأتم وعند تشييع الوالد قال جملة مهمة كتير. بحب أنك تختم بهذه الجملة يلي هي لها معنى كتير كبير خاصة وخصوصا بأيامنا. يلي له الشخص كان أن الوالد الله يرحمه كان ماشي بحياته الإنجيل بإيد والقرآن بالإيد الثانية. أنا بتشكرك. ممنونك كتير. وبحب أنك تختم إذا بتحب تضيف شيء بنهاية هذا اللقاء تفضل. هذا الختام كان كتير حلو. ممنونك. أنا شكرا لك. أصدقائي المشاهدين طبعا شكر كبير لكم لحسن المتابعة لوفائكم لبرنامجنا. نعطيكم موعد بالأسبوع المقبل. تصبحوا على خير.